Est-ce que vous en avez marre de vos patients qui, lors de l'anamnèse, vous racontent leur vie, vous avez l'impression que ça part dans tous les sens et vous ne savez pas comment exploiter ce moment? Ou pire, vous avez décidé que de toute façon, ça ne sert à rien l'anamnèse, vous ne les écoutez même plus, vous les faites directement se coucher sur la table quand ils vous disent «j'ai mal au dos» et vous commencez directement à essayer de sentir des choses avec vos doigts ou à faire un massage et puis demander si ça va mieux. Très bien, merci, bon après-midi monsieur, à bientôt, au revoir. Ça, c'est clairement le modèle que certains kinés qui sont un peu désabusés, qui ont un peu perdu foi et espoir dans l'anamnèse. Et c'est ce qui a pu m'arriver aussi à un moment donné quand je ne savais pas quoi faire de mon anamnèse, que je sortais de l'école et que je manquais encore de formation et de compréhension. Parce qu'à l'école, on nous a appris le grand modèle habituel, nom, prénom, adresse, médecin prescripteur, date de naissance, et on nous faisait faire des petites blagounettes sur des choses qui n'ont aucun sens et qui ne servent à rien autour de l'anamnèse. Alors que l'anamnèse, c'est vraiment un moment crucial dans le début de votre prise en charge qui permet de partir sur les bonnes étapes parce que l'objectif, ça va être de formuler des hypothèses, de filtrer les patients qui ne sont pas pour la kiné et également de voir si vous avez fait quel bilan vous allez faire. L'anamnèse, c'est aussi ce moment clé où vous allez entamer la relation thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le moment où vous devez créer la confiance avec votre patient. Parce que, en dépit de toutes les compétences que vous allez avoir, c'est aussi l'attitude que vous allez avoir, la confiance que votre patient va avoir vis-à-vis de vous. Et pour en avoir encore parlé avec un médecin généraliste la semaine dernière, clairement, c'est cette relation qui va agir à 80% sur votre traitement. Quand on regarde dans certaines études, il y en a, ils disent vraiment que l'effet placebo, mais tout cumulé, hein, la salle d'attente, l'accueil, le sentiment d'être pris en charge, d'être écouté, etc., tout ça est englobé dans l'effet placebo. Ben, certaines études vont jusqu'à 80% d'effet placebo dans l'efficacité du traitement. Donc clairement, voilà, le médecin traitant avec qui j'en parlais, lui, il est complètement d'accord avec ça parce qu'il y a énormément de personnes qui ont surtout besoin d'être entendues, d'être rassurées et de se sentir compris et pris en charge. Et donc tout ça, clairement, ça fait que parfois, il y a très peu de médication qui est nécessaire. Tout comme en kiné, finalement, des fois, on a un tout petit rôle à jouer à ce niveau et beaucoup au niveau éducation, écoute, etc. Donc pour revenir à notre anamnèse, vous allez ouvrir le bal donc de votre traitement avec cette mise en confiance du patient. Il va se sentir pris en charge, il va se sentir écouté et il va sentir que vous maîtrisez votre sujet. Le but, ça va pas être d'étaler tout le CV de vos formations. Ça, ils s'en fichent complètement. En général, si ça les intéresse, ils ont déjà fait leur enquête sur Internet. Ils vous diront, oui, j'ai vu sur votre site que vous faites ci, j'ai vu sur Google que les gens disent ça dans vos avis. Et donc là, clairement, ceux qui sont intéressés et pour qui c'est important, ils savent déjà. Donc, vous n'avez pas besoin de leur réciter votre CV pour qu'ils aient confiance. Ça va être lors de la relation, de l'échange que vous allez avoir. Et finalement, c'est comme dans une relation en dehors de votre travail. Hein. Quand vous allez rencontrer quelqu'un, c'est avec votre attitude qui va se faire une idée, avec l'infraverbal, avec le non-verbal, qui va décider de s'il peut avoir confiance en vous, de quel type de personne vous êtes, si vous êtes plus comme ci ou plus comme ça, si vous semblez avoir tel défaut ou tel défaut. Donc là, voilà, cette paraphrase, cette petite aparté, juste pour resituer, c'est une relation comme les autres, comme dans le privé. Donc, vous allez juste avoir cette relation qui a vraiment un but, c'est d'améliorer clairement le patient dans sa douleur et dans sa fonction. Et justement, à ce sujet, parlons de la douleur. Ça va être le point d'ouverture de votre patient. On a l'habitude sur Internet d'entendre qu'on vous dit de reformuler ce que le patient dit, comme ça il se sent écouté. Bon, ça c'est une part du travail, évidemment, ça c'est de la PNL, c'est un petit peu de la psychologie, de la thérapie brève, etc. Soit c'est important, ce sont des techniques de communication qui sont efficaces, mais surtout, c'est pas juste reformuler pour reformuler, c'est pour montrer que vous avez compris et que le patient se sent écouté. Donc derrière, ça pareil, vous gagnez des points de confiance, vous gagnez des points dans l'effet placebo qui va aider vos patients. Le but, c'est pas juste de reformuler et de dire, bah voilà, vous êtes guéri, madame, mais évidemment, vous allez poser des questions qui sont ciblées. Donc au lieu de dire et de laisser le patient partir dans tous les sens, vous allez cadrer les questions. Donc la première est une question très ouverte où il ne faut pas forcément interrompre le patient. On va avoir des patients plus ou moins bavards, donc souvent l'archétype c'est la patiente qui va vous détailler tout de sa vie, tous les détails. Ensuite on a les patients très synthétiques qui vont vous dire j'ai mal comme ça, point. Et ensuite on a ceux qui auront identifié ce qui est clairement, et là c'est une minorité, ce qui est clairement utile pour vous. Donc typiquement vous allez d'abord poser la question, dites-moi comment je peux vous aider.
Ça, c'est vraiment la grande question bien ouverte, ou que puis-je faire pour vous? Et donc là, évidemment, ils vont eux-mêmes se focaliser sur la douleur. Des fois, ce sont des patients qui ont plus de vécu, qui sont plus bordéliques, donc là, vous allez avoir besoin de recadrer. Alors moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à couper la parole aux patients, mais parfois, couper la parole, ça n'est pas vu comme, ou entendu comme étant quelque chose de problématique. Les gens s'offusquent rarement que vous leur coupiez la parole, et vous pouvez même, si vous voulez, ajouter toujours dans les petites techniques de communication, vous pouvez même dire « Attendez, permettez que je vous coupe un instant, j'aimerais bien vous reposer la question suivante. » Ou alors, vous voyez que vous posez une question et le patient va complètement dans l'autre sens, et là, vous sentez que ça va juste s'éterniser pour rien et que ça ne vous concerne pas ce qu'il va vous raconter. Et bien là, vous pouvez dire « Attendez une minute, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris » et vous reposez la question. Et donc là, ça vous permet de remettre le patient sur les rails. Bon, tout ça sont des petites techniques de base. On pourra même les voir plus en détail dans une autre vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner justement pour voir plus de vidéos de ce genre. Mais ici, l'idée, ça va être première question, que puis-je faire pour vous? Ensuite, vous allez examiner le comportement de la douleur. C'est le plus important. Est-ce que c'est un premier épisode ou est-ce que c'est une série? Est-ce que la douleur date d'il y a quelques jours, quelques semaines, ou bien est-ce qu'elle date d'il y a plusieurs mois, plusieurs années? Est-ce qu'il y a des douleurs associées? Quel est le territoire? La localisation de la douleur aussi, parce que vous avez la prescription, vous êtes là. Ah oui, donc là, je vois que votre docteur vous a prescrit pour une sciatique. Vous y allez pour la sciatique, donc vous présumez que le docteur a raison sur la sciatique. Évidemment, vous pouvez quand même vérifier, parce qu'on a le grand cas classique qui est d'avoir finalement des douleurs qui sont à l'arrière de la cuisse, qui peuvent être simplement liées à des ischio-jambiers. C'est un diagnostic différentiel que j'ai déjà eu, prescription sciatique, lombo-sciatique. Le patient a mal au dos et dans la cuisse. On m'a mis lombo-sciatique, en fait, c'était juste des lombaires, un grand classique, et puis finalement, les douleurs à l'arrière de la cuisse qui descendaient au niveau du genou, sur la face externe du genou, finalement, c'était le biceps crural. Donc, il n'y a pas que des bonnes informations sur les prescriptions médicales, et c'est OK, parce que, en fait, le rôle des médecins généralistes, c'est pas de commencer à vous faire un bilan de l'appareil locomoteur qui est complet. Ça, c'est votre taf. Et c'est bien que ce soit comme ça. Finalement, le médecin, s'il vous envoie le patient comme ça, c'est parce qu'il vous fait confiance. S'il a fait une prescription, ça veut dire qu'il estime que vous avez un rôle à jouer. Donc c'est vrai que, voilà, on l'a tous fait, on a tous plaisanté sur une prescription qui était imprécise, mais finalement, le médecin, il vous fait une preuve de confiance en vous faisant une prescription kiné. Parce qu'il y a des médecins, ils disent que la kiné sert à rien, que les kinés ne servent à rien, que la kiné sert à rien, ils font pas de prescription. Donc clairement, voilà, c'est marrant 5 minutes de plaisanter sur les prescriptions qui sont imprécises, mais de nouveau, c'est pas leur taf. Vous, si vous avez un patient qui vient du jour au lendemain et qui vous dit oui, dialyse, les reins, insuffisance rénale, etc., vous allez être paumé. Et si vous voulez, les médecins pourraient bien rire de nous parce qu'on serait paumé sur ce domaine qui paraît si élémentaire pour eux. Donc c'est pas le but, chacun a son territoire d'action et c'est normal que vous deviez refaire votre bilan bien précisément. Donc vous avez besoin de la localisation de la douleur, du comportement de la douleur sur la journée, sur la nuit. Vous avez besoin de savoir si elle est fluctuante, qu'elle augmente, qu'elle persiste ou qu'elle diminue. Vous avez besoin de savoir si on est en aigu, subaigu ou en chronique ou encore en douleur persistante. C'est-à-dire que ça fait plus de 3 mois mais c'est pas une douleur chronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas encore versé dans la sensibilisation du système nerveux central. On n'est pas encore dans du nociplastique au niveau du comportement de la douleur, on est encore dans du nociceptif, donc quelque chose qui n'a juste pas encore été résolu. Finalement, dans la douleur, vous avez aussi besoin de savoir quelle est sa qualité. Donc vous avez besoin de savoir si elle picote, si elle fourmille, si elle s'endort, si elle est en barre, en point, etc. Et ça, pareil, ça va vous permettre, si elle est plus étalée et diffuse ou si elle est aiguë à un endroit, qu'elle pointe comme un coup de couteau, etc. Et tout ça va vous permettre en fait de trier où se situe votre patient. Donc tout d'abord, vous avez besoin d'identifier votre sous-type, la classification nociceptive, nociplastique ou neuropathique, ou encore mixte, parce que ça peut être un mix de tout. Une fois que le type de douleur est clairement identifié, on peut passer à la suite, on peut passer à l'aspect fonctionnel qui est touché. Donc là, on est toujours à l'anamnèse, le patient ne s'est toujours pas dévêtu, il a toujours ses chaussures et il est toujours assis à côté de vous ou en face. Et donc l'idée, là, ça va être de lui demander quel est son mécanisme, son signe concordant. Donc quel est le mécanisme qui reproduit la gêne, la douleur ou qu'est-ce qui l'empêche d'aller faire tel ou tel geste. Et donc visiblement, vous avez besoin de chercher ce signe concordant.
Donc là, clairement, on va passer dans ce qui est le bilan subjectif. Après, on aura un bilan objectif qui dépend de vous, mais subjectif qui dépend de votre sujet. Donc là, clairement, on va identifier, on va vous dire, c'est quand je me mets debout d'une chaise, c'est quand je reste longtemps en voiture. Et donc là, ça, vous savez que vous pourrez redemander à la séance 3, à la séance 5, à la séance 7. Vous pourrez dire, tiens, et quand vous êtes longtemps assis en voiture, ça va comment maintenant? Ah bah ça va beaucoup mieux, que le patient va vous raconter. Donc là, on cherche l'aspect fonctionnel qui est touché. Donc tout d'abord la douleur, ensuite l'aspect fonctionnel. Vous allez lui demander quel est le geste problématique, qu'est-ce qu'il n'arrive plus à faire. Je n'arrive plus à faire mes lacets, j'ai mal quand je me penche pour ramasser mes clés, j'ai surtout mal en fait quand je suis en train de faire un revers au tennis. Donc évidemment, il faut être à l'écoute de ce genre de choses pour être très précis dans votre bilan. Ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps, de ne pas tâtonner au hasard, de ne pas chercher des tests un peu dans votre grande boîte à outils de tests qu'on a apprises à l'école ou en formation, parce qu'on a aussi beaucoup de formations, on a plein de tests et on vous fait le Hip Sacral Thrust Test, je sais pas quoi. Donc tout ça, c'est pas forcément pertinent. Ça peut être des signes concordants objectifs que vous pouvez réemployer. C'est même pour l'épaule ce qui est dit maintenant, le fameux job test, vous voyez, ou le empty can test. Eh bien ça, finalement, on sait que ça n'est pas spécifique, mais par contre, vous pouvez dire, bah voilà, J1, première séance, on a fait le empty can test, il est positif, il est douloureux. J5, donc 5e séance, 5 semaines plus tard, le empty can test n'est plus douloureux, on a réussi à récupérer ça. Ensuite, on regardera les autres tests qui sont encore douloureux ou pas. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour vraiment se déstresser des tests et des bilans qu'on a appris. Il y en a qui sont utiles, attention, je n'ai pas dit que tous étaient inutiles, mais il y en a vraiment, il faut les voir comme des signes concordants que vous pouvez réemployer. Mais je trouve personnellement que les signes concordants les plus efficaces, ça reste quand même les gestes du quotidien. Donc, comme on parlait de l'épaule, je me coiffe, ça me fait mal quand j'ai mon coude qui tire vers l'arrière, donc la rotation externe, ou quand j'attache mon soutien-gorge. Bon, enfin, moi, j'ai pas de soutien-gorge, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc l'idée c'est, voilà, 5e séance, est-ce que ça fait toujours mal, madame, quand vous attachez votre soutien-gorge? Ah ben non, c'est vrai, ça va mieux, ça j'ai remarqué, ça évolue dans le bon sens. Et pour en revenir donc à notre bilan lombaire, donc là on en est à l'algo fonctionnel, donc la douleur et la fonction étant identifiées. Alors, deux choix s'offrent à vous. Soit vous êtes thérapeute expert et donc vous avez l'habitude de reconnaître tous ces schémas et donc le patient, via certaines informations dans l'anamnèse, va déjà vous permettre d'éliminer des hypothèses. Soit vous êtes en modèle hypothético-déductif, donc vous faites plein d'hypothèses et vous les testez tous pour les barrer. Donc on est clairement au Cluedo. Et donc là, visiblement, vous faites « Ah, est-ce que c'est ça ?» Vous testez « Non ». Vous passez à l'hypothèse suivante, est-ce que c'est ça? Vous testez? Non. Et comme ça, là, clairement, on avance. Donc, reprenons l'exemple de ma lombo-sciatique. Donc là, j'ai mon patient, il me dit, je vois la prescription, il me dit, j'ai mal à la fesse, à l'arrière de la cuisse. Bon, ça va. Partons sur l'hypothèse que ce soit peut-être une sciatique. Donc, on le met en couché dorsal, on fait un SLR. Est-ce que c'est positif? Non, tac. On fait un slump. Est-ce que c'est positif? Non, tac, ok. Bon, là, on va commencer à tester d'autres choses. On va voir si au niveau sensitif, donc on fait un examen neuro. Donc avec votre roulette, avec les picots, on teste les réflexes ostéotendineux. Donc le réflexe rotulien, on teste tout ça. Bon, il n'y a rien de ce côté-là. Allons tester sur du musculaire. Et donc là, on teste le musculaire. Est-ce qu'il y a un déficit de force au niveau de la cuisse? On teste aussi également dans les flancs, les carrés des lombes, c'est aussi très souvent positif. On teste pour voir si la contraction contre-résistance du carré des lombes est positive. Voilà, ça c'est des exemples, ça s'applique à tous les autres endroits. Pour ça que aussi il y a des kinés qui ont des discours sur internet qui disent que l'anatomie, il n'y en a pas besoin, qu'ils s'en servent pas et qu'au quotidien ils font que de l'algo fonctionnel. Je comprends pourquoi ils disent ça et d'ailleurs c'est plus ou moins ce que je dis également, mais selon moi l'anatomie on peut pas l'oublier. Alors évidemment par contre, je vais pas vous parler de, vous savez, l'enconé du coude ou le poplité du genou, etc. On se calme. Donc là, clairement, on cherche quelque chose d'algo-fonctionnel, quelque chose qui est clairement identifiable dans des gestes du quotidien. Évidemment, par contre, si vous cherchez à contracter plus le biceps crural ou le semi-tendineux, là, évidemment, c'est important d'avoir votre anatomie. Vous savez que vous induisez une rotation interne ou une rotation externe du tibia. Et là, ça va influencer sur le ressenti du patient et sur sa réhabilitation.
J'en ai pas encore parlé, évidemment, votre patient, il est toujours assis, on ne fait toujours rien tant que tout ce qui est red flags n'a pas été identifié. Les yellow flags, les blue flags, donc tout ce qui est relatif au stress, à l'anxiété, et également au niveau blue flags, donc tout ce qui est relatif à la difficulté du travail, vous l'aurez demandé dans votre anamnèse parce que vous avez quand même l'habitude de demander qu'est-ce que vous faites comme métier. Ah, je travaille sur les chantiers, ah, je travaille dans les bureaux. Vous demandez donc surtout les red flags. Est-ce que vous avez d'autres soucis de santé graves que je dois savoir absolument avant de commencer? Puisqu'on est dans les lombaires, je suis obligé de vous poser la question, est-ce qu'au niveau de la zone pelvienne, génitale, tout fonctionne bien? Est-ce qu'il n'y a pas des symptômes inhabituels, des pertes de sensibilité, de l'incontinence, etc. Et donc là, c'est pour ça que c'est important qu'auparavant, on ait une relation où le patient se sent en confiance et pas jugé au moment où vous allez poser cette question. Parce que des fois, on va poser cette question, ça fait 5 ou 10 minutes qu'on a vu le patient. Il faut que les 5-10 minutes juste avant aient été efficaces pour que le patient ne se sente pas jugé et puisse vous répondre en toute liberté à ce genre de questions, parce que certaines vont être plus gênés. Donc c'est assez commun, c'est assez normal. Vous n'allez pas dire à quelqu'un que vous croisez dans la rue, « Ah tiens, ça va toi? Je ne te connais pas, j'ai des hémorroïdes, nickel, allez, bonne journée. » Évidemment, ça n'existe pas. Donc là, typiquement, vous avez besoin de pouvoir poser ce genre de questions hyper précises et hyper choc parfois pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose d'important. Et puis, il y en a d'autres qui sont complètement cash et qui vont venir vous voir et qui vont dire « Ah, par contre, je suis désolé, monsieur, je pète, je n'arrive pas à me retenir d'aller aux toilettes. » Donc, après vos red flags, vous passez aussi à tout ce qui est médicaments et puis finalement safety netting. Donc, le safety netting, c'est aussi très important, mais ça va être surtout étalé sur toute la séance et la fin de séance. Pas uniquement à l'anamnèse, très important donc pour tout ce qui est accès direct, ceux qui vont voir des patients en première instance, théoriquement c'est déjà vu, mais ceux qui veulent se former à l'accès direct, ça on pourra en parler dans une autre vidéo puisque ça arrive de plus en plus tôt et de plus en plus près. Avant de passer à votre bilan, vous allez encore terminer par une dernière question, quels sont vos objectifs? Vous allez demander aux patients quels sont vos objectifs. Et donc là, clairement, c'est hyper important parce que, voilà, vous avez plutôt compris, moi je suis assez sportif, en tout cas en théorie, puisque là, avec cette chaîne YouTube et les kinés que j'aide en formation à devenir meilleur dans la prise en charge de la lombalgie, ça me prend beaucoup de temps, donc je fais plus autant de sport que j'aimerais. Mais l'idée, c'est de ne pas projeter, moi qui suis sportif, me dire mon patient doit faire du sport et doit être sportif. C'est plutôt lui demander, vous avez certains objectifs, qu'est-ce que vous attendez de moi, donc par rapport à vos douleurs. En général, ils vont vous dire que la douleur s'arrête, ou en tout cas diminue pour leur permettre de faire ce qui est habituel. Parce que des fois, il y a vraiment des gens qui se sont résolus à continuer à avoir des douleurs, ce qui est assez triste, assez grave finalement. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça a sur le quotidien, mais en être au point de se dire « je peux le supporter si c'est pas trop fort », mais il faut juste que ça diminue là. Alors que vous avez vraiment un rôle où vous pouvez aider plus que ça vos patients. Donc là, vous demandez quels sont vos objectifs. Ils vont vous demander de diminuer la douleur. Et après, vous allez dire, oui, très bien, au niveau activité physique, marcher 5 km. Des fois, ce n'est que ça. Et puis, il y en a d'autres, évidemment, c'est un peu plus... d'autres qui sont un peu plus motivés, qui vont vous dire, je dois faire mon Murph de mon CrossFit dans 2 mois, je dois faire mes tests à l'armée, à la police. Moi, je suis agriculteur, donc je bosse 40 heures par jour. Donc eux, évidemment, ils ont des objectifs qui sont différents. Donc ne projetez pas vos exercices de kiné crossfitter sur eux. Imaginez vraiment que vous avez quelqu'un qui est nouveau, qui n'est pas vous. Mettez-vous à sa place et demandez-lui clairement ce qu'il a besoin de faire. Et pas de projeter, vous dites « Ah on va faire du thruster et vous allez faire des squats à 40 kg, des trucs comme ça ». Évidemment, ça ne va pas plaire à tous vos patients, ça va les faire fuir. Et ça fait partie de aussi, je me sens en confiance. C'est aussi ça qui fait que le patient se sent en confiance, qu'il sent qu'il est écouté et pris en charge de manière adaptée. C'est ça qui va faire la différence aussi, parce que le nombre de patients qui vous ont déjà dit « Ah oui, j'ai été chez un kiné et il m'a fait faire de l'overhead squat, c'était terrible. » Oui, sans déconner, la femme, elle est secrétaire, elle a 50 ans, elle travaille dans le tertiaire depuis toujours, elle n'a jamais vu une barbelle de sa vie, donc vous lui faites ça, vous allez l'exploser et surtout la dégoûter. Si vous la dégoûtez, elle n'a pas confiance. Donc clairement, on fait des objectifs qui sont adaptés aux patients. Donc voilà, on arrive doucement au bout de cette vidéo, à mon avis, qui sera déjà bien longue sur l'anamnèse. On pourra en faire une également sur le bilan. Donc l'idée, c'est d'avoir toutes ces choses qui sont utiles pour votre bilan. Donc dresser des hypothèses, éliminer les red flags,
identifier clairement le comportement de la douleur, le signe concordant ainsi que les objectifs du patient. Et derrière, en général, si vous avez bien l'habitude, rien qu'avec cette anamnèse, vous savez déjà vers quoi vous allez vous diriger au niveau du traitement. Vous avez juste à faire 2-3 bilans, tac, 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 on identifie. Parfois, c'est un peu plus compliqué, donc voilà, la partie de Cluedo est plus longue, on ne trouve pas tout de suite le coupable, mais ça prend un petit peu plus de temps au bilan, et puis des fois, ça va assez vite, et on arrive déjà à faire une première séance traitement dans les 30 minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez pris des petites notes, et si vous voulez aller plus loin et plus dans les détails, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour découvrir ma méthode dans laquelle j'accompagne les kinés pour devenir enfin experts dans le traitement et la prise en charge de la lombalgie. Donc c'est une méthode que j'ai développée moi-même au fur et à mesure de plusieurs années de formation pour arrêter d'accumuler des formations en millefeuilles de manière longitudinale, mais vraiment créer un lien transversal afin de pouvoir créer des traitements hyper rapidement, hyper adaptés. Et c'est ce qui m'a permis donc d'avoir des traitements en lombaire beaucoup plus efficaces et avec beaucoup moins de rechutes. Et si ça vous parle, vous prenez un rendez-vous, on en discute, vous venez en parler avec moi en personne. Et si je trouve que c'est pertinent pour vous, eh bien on verra comment aller plus loin à partir de ce moment-là, si on peut travailler ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et à bientôt.